Bonjour chers spectateurs, c'est Vérité à venir. Nous nous retrouvons ce jour pour une vidéo sur Klaus Schwab, plus précisément sur deux de ses ouvrages, la 4e révolution industrielle et le fameux Great Reset, la grande réinitialisation. Pages 8 et 9 du livre La 4e révolution industrielle. Même à l'échelle des grandes étapes de l'humanité, toutes marquées par de profondes disruptions, chasseurs-cueilleurs, agriculture, puis 3 révolutions industrielles, vapeur, électricité et numérique, cette révolution revêt un caractère absolument singulier. Jamais le rythme de l'innovation n'aura été aussi soutenu, et ce, dans tous les secteurs de l'économie, qu'ils soient industriels, automobiles, énergie, transport, etc., ou de services, banques, assurances, communications, hôtellerie, etc. Tandis que les disruptions technologiques associées à cette nouvelle révolution, intelligence artificielle, Internet des objets, impression 3D, etc., ont un caractère additif qui démultiplie leur impact. Fleurons industriels, laboratoires et start-up s'affrontent désormais sur un champ de bataille des idées dont les règles ont profondément évolué. D'emblée globalisé, accordant une prime déterminante aux pionniers et à la vitesse, et en tenant compte d'un client devenu coproducteur des produits et des marques, le consommateur. Jamais non plus la diffusion de ces innovations à l'ensemble de la société mondialisée n'aura été si rapide, avec en ligne de mire à l'horizon d'une décennie, une multiplication des points de bascule, ces moments particuliers où une technologie se diffuse au plus grand nombre et change ainsi notre quotidien pour de bon. Pensez au smartphone. Quel meilleur témoin érudit que Klaus Schwab pour esquisser le prodigieux dividende sociétal. Le professeur est un optimiste irréductible, qui pourrait en résulter, mais également pour tirer avec force la sonnette d'alarme. En effet, nos sociétés, confrontées à un tel rythme d'innovation, peinent à prendre la véritable mesure de ces bouleversements complexes et interdépendants. Emploi, individualisme, partage, inégalité, valeur ajoutée, contrôle des données, vivre ensemble et éthique. Cette 4e révolution industrielle interroge l'ensemble de notre société, voire la menace, lorsque des technologies comme l'intelligence artificielle seraient susceptibles d'échapper au contrôle de l'homme. Rappelez-vous HAL, l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace, prenant le contrôle du vaisseau spatial. Notre responsabilité à venir sera par conséquent colossale et collective. Citoyens, investisseurs, décideurs économiques et responsables politiques devront définir le cadre qui ménagera la place et la liberté de l'homme dans ce monde 4.0. Cette révolution n'est pas seulement industrielle, elle touche l'organisation de la vie en société, le travail, le quotidien de chacun. Elle intervient dans les plus petits détails de notre vie et interroge notre fonctionnement dans l'avenir. Pas seulement celui des entreprises, plus sûrement que la politique ou les sciences humaines, elle annonce un profond changement de société. Page 16. La première révolution industrielle couvre la période allant de 1760 à 1840. Déclenchée par l'invention de la machine à vapeur et la construction des chemins de fer, elle inaugure l'ère de la production mécanisée. La deuxième révolution industrielle couvre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Elle permet la production de masse avec l'électricité et les chaînes de montage. Émergeant dans les années 1960, la troisième révolution industrielle est en général appelée révolution informatique ou numérique. Elle est catalysée par le développement des semi-conducteurs avec l'ordinateur mainframe ou ordinateur central, années 1960, l'ordinateur personnel, années 1970 et 1980, puis Internet dans les années 1990. J'ai bien conscience des controverses scientifiques autour de la définition des 3 premières révolutions industrielles. Et je pense fermement que nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une 4e révolution industrielle. Née au tournant de ce siècle, dans le prolongement de la révolution numérique, elle se caractérise par la présence universelle d'Internet sous sa forme mobile, par des capteurs toujours plus petits, plus puissants et moins chers, et par l'apparition de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, machine learning. Les technologies numériques, avec leur équipement informatique, leurs logiciels et leurs réseaux ne datent pas d'hier. Ce qui rompt avec la 3e révolution industrielle, c'est leur complexité et leur intégration toujours croissante, qui bouleverse les sociétés et l'économie mondiale. De là, l'expression d'un deuxième âge de la machine, utilisée par 2 chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, MIT, Eric Brajlston et Andrew McAfee, pour qualifier notre époque. D'après eux, le monde se trouve à un point d'inflexion et l'effet de ces technologies numériques va se manifester dans toute sa puissance par l'automatisation et donner naissance à des choses sans précédent. On discute actuellement en Allemagne de l'industrie 4.0, terme forgé en 2011 lors de la foire de Hanovre pour décrire la manière dont ces transformations vont bouleverser toutes les filières de l'économie mondiale.
En inaugurant l'usine intelligente, la 4e révolution industrielle crée un monde où les systèmes virtuels et physiques de production du monde entier coopéreront de manière flexible. On pourra ainsi personnaliser intégralement les produits et créer de nouveaux modèles de fonctionnement. Page 17. Pourtant, la portée de la 4e révolution industrielle va bien au-delà des systèmes et des machines intelligentes et connectées. On assiste à plusieurs vagues d'innovation simultanées dans toutes sortes de domaines, du séquençage génétique aux nanotechnologies, des énergies renouvelables à l'informatique quantique. C'est la fusion des technologies et leur interaction simultanée dans le monde physique, numérique et biologique qui constitue l'originalité de cette 4e révolution industrielle. Cette fois, les technologies émergentes et les innovations transversales se diffusent bien plus vite et plus largement que lors des révolutions précédentes, lesquelles continuent à se développer dans certains pays. La 2e révolution industrielle n'a pas encore atteint 17% de la population mondiale. Près de 1,3 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. Il en va de même pour la 3e révolution industrielle, plus de la moitié de la population mondiale, 4 milliards d'individus, pour la majeure partie dans les pays en développement, n'a pas accès à Internet. La navette volante, emblème de la première révolution industrielle, a mis près de 120 ans à se diffuser hors d'Europe. Il a fallu moins d'une décennie à Internet pour envahir la planète. La leçon de la première révolution industrielle est encore valable. Le niveau d'adoption et de l'innovation technologique par la société est un déterminant majeur du progrès. Les administrations et institutions publiques, tout comme le secteur privé, ont leur rôle à jouer, mais il est aussi essentiel que les citoyens en perçoivent les bénéfices à long terme. Je suis fermement convaincu que la 4e révolution industrielle sera aussi puissante que les 3 précédentes et qu'elle aura un impact et une importance historique équivalents. Toutefois, 2 éléments principaux me préoccupent, qui sont susceptibles d'empêcher cette révolution de se réaliser de façon pleine et cohérente. Tout d'abord, dans tous les secteurs, le leadership et la compréhension des bouleversements en cours me semblent insuffisants. Il est impératif de repenser nos systèmes économiques, sociaux et politiques pour faire face à cette nouvelle révolution industrielle. Au niveau national comme au niveau mondial, le cadre institutionnel requis pour piloter la diffusion des innovations et en atténuer les effets disruptifs est faible, voire inexistant. Ensuite, le monde a besoin d'un récit collectif, cohérent et positif, exposant les problèmes et les espoirs nés de la 4e révolution industrielle. Un tel récit est indispensable si nous voulons donner un pouvoir d'initiative aux individus et aux diverses communautés et éviter un rejet populaire des transformations qui ont commencé. Je me permets d'émettre une petite parenthèse. Il faut savoir donc là que dans ce passage, il parle d'user du storytelling. Le storytelling, c'est une méthode utilisée en communication, en marketing et même en vente. Le but, c'est tout simplement de raconter une histoire. Le storytelling est fondé donc sur une structure narrative du discours que l'on apparente à celle des contes. Si nous traduisons littéralement storytelling en français, cela signifie raconter une histoire. Le storytelling utilise ainsi tous les codes du récit littéraire, du conte, mais aussi du théâtre. Et donc les commerciaux utilisent ces méthodes essentiellement pour faire de la promotion par rapport à leur entreprise. On a notamment Uber qui en a utilisé un, expliquant que son histoire avait débuté en France, au niveau de Paris, etc. Et là, ça permet donc un attachement des prospects, des futurs clients, et les résultats escomptés, en tout cas, sont censés exploser. Donc il est conseillé, en tout cas, aux nouvelles entreprises, aux startups, d'user de ces stratagèmes pour pouvoir acquérir un nouveau marché, pour pouvoir toucher plusieurs publics. Page 27. L'un des principaux ponts entre les applications numériques et matérielles est l'Internet des objets. Sous sa forme la plus simple, il peut être décrit comme un réseau de relations entre des objets, produits, services, lieux, etc. et des personnes reposant sur des technologies interconnectées et diverses plateformes. Les capteurs, et mille autres manières de connecter les objets du monde physique au réseau virtuel, prolifèrent à toute allure. Partout, on intègre des capteurs plus petits, moins chers, plus intelligents, au logement, aux vêtements et accessoires, aux villes, aux réseaux de transport et d'énergie, mais aussi aux procédés de fabrication. Dans le monde entier, des milliards d'appareils, smartphones, tablettes et ordinateurs sont connectés à Internet. Leur nombre devrait exploser au cours des prochaines années. Les estimations vont de quelques milliards à plus de 1000 milliards. Ils bouleverseront radicalement notre manière de gérer les chaînes de production et d'approvisionnement en nous permettant de surveiller et d'optimiser les actifs et les activités avec une très grande précision. Tous les secteurs seront affectés par les transformations de l'industrie, de la fabrication à l'infrastructure, en passant par les soins et les systèmes de santé. Prenons l'exemple du contrôle à distance, une application très répandue, de l'Internet des objets connectés. Tout emballage, palette ou conteneur peut à présent être équipé d'un capteur, d'un transmetteur
ou d'une puce d'identification par radiofréquence, Radio Frequency Identification, RFID, permettant à une entreprise de suivre ses mouvements sur toute la chaîne logistique, ses performances, son utilisation, etc. De même, les clients peuvent suivre en continu, pratiquement en temps réel, le cheminement de leurs commandes. Pour les entreprises qui gèrent les chaînes de logistique longues et complexes, c'est une révolution. Dans un avenir proche, des systèmes de suivi similaires seront également utilisés pour tracer les mouvements des personnes. Retenez bien cette phrase et je vais vous mettre un passage du livre Great Reset, la grande réinitialisation. Il nous dit « Dans un avenir proche, des systèmes de suivi similaires seront également utilisés pour tracer les mouvements des personnes. » Dans la partie parlant de ces capteurs, transmetteurs, etc. et de puces d'identification par radiofréquence, puces RFID. Voici un extrait du livre La Grande Réinitialisation. Sur le document numérique, c'est à la page 135-136. Sur le document papier, c'est à la page 187. Aujourd'hui, il existe environ 5,2 milliards de smartphones dans le monde, chacun pouvant aider à identifier qui est infecté, où et souvent par qui. Cette opportunité sans précédent peut expliquer pourquoi différentes enquêtes menées aux États-Unis et en Europe pendant les confinements ont indiqué qu'un nombre croissant de citoyens semblait favoriser le traçage des smartphones par les autorités publiques, avec des limites très précises. Mais comme toujours, tout est dans le détail de la politique et de son exécution. Savoir si le traçage numérique doit être obligatoire ou volontaire, si les données doivent être collectées de manière anonyme ou personnelle, et si les informations doivent être collectées de manière privée ou divulguées publiquement, sont autant de questions contenant de nombreuses nuances, ce qui rend extrêmement difficile l'adoption d'un modèle unifié de traçage numérique de manière collective. Toutes ces questions, et le malaise qu'elles peuvent provoquer, ont été exacerbées par la montée en puissance des entreprises surveillant la santé de leurs employés, apparus dans les premières phases des réouvertures nationales. Leur pertinence ne cessera de croître à mesure que la pandémie de Covid-19 se prolongera et que les craintes concernant d'autres pandémies éventuelles feront surface. À mesure que la crise du coronavirus se résorbera et que les gens commenceront à retourner au travail, les entreprises s'orienteront vers une surveillance accrue, pour le meilleur ou pour le pire. Elles surveilleront et parfois enregistreront ce que fait leur personnel. La tendance pourrait prendre de nombreuses formes différentes, de la mesure de la température corporelle avec des caméras thermiques à la surveillance, via une application, de la manière dont les employés respectent la distanciation sociale. Cela ne manquera pas de soulever de profondes questions de réglementation et de respect de la vie privée, que de nombreuses entreprises rejetteront en faisant valoir que, à moins d'accroître la surveillance numérique, elles ne pourront pas rouvrir et fonctionner sans risquer de nouvelles infections, dont elles seraient, dans certains cas, tenues responsables. Elles invoqueront la santé et la sécurité pour justifier une surveillance accrue. Le risque de dystopie, page 137-138 et dans le livre, page 188-189. Le risque de dystopie. Maintenant que les technologies de l'information et de la communication imprègnent presque tous les aspects de notre vie et de nos formes de participation sociale, toute expérience numérique dont nous disposons peut être transformée en un produit destiné à surveiller et à anticiper nos comportements. Le risque d'une éventuelle dystopie découle de cette observation. Au cours des dernières années, elle a nourri d'innombrables œuvres d'art, allant de romans comme La Servante écarlate à la série télévisée Black Mirror. Dans le milieu universitaire, elle trouve son expression dans les recherches entreprises par des universitaires comme Shoshana Zuboff. Son livre « Surveillance capitalisme » met en garde contre le fait que les clients sont transformés en sources de données. Le capitalisme de surveillance transformant notre économie, notre politique, notre société et nos propres vies en produisant des asymétries profondément antidémocratiques de la connaissance et du pouvoir qui en découlent. Au cours des mois et des années à venir, le compromis entre les avantages en matière de santé publique et la perte de vie privée sera soigneusement pesé, devenant le sujet de nombreuses conversations animées et de débats passionnés. La plupart des gens, craignant le danger que représente le Covid-19, se poseront la question: n'est-il pas insensé de ne pas exploiter la puissance de la technologie comme moyen de nous aider alors que nous sommes victimes d'une épidémie et confrontés à une question de vie ou de mort ? Ils seront alors prêts à renoncer à une grande part de leur vie privée et conviendront que, dans de telles circonstances, la puissance publique peut légitimement passer outre les droits individuels. Puis, une fois la crise terminée, certains pourraient se rendre compte que leur pays s'est soudainement transformé en un lieu où ils ne souhaitaient plus vivre. Ce processus de réflexion n'est pas nouveau. Au cours des dernières années, les gouvernements comme les entreprises ont utilisé des technologies de plus en plus sophistiquées pour surveiller et parfois manipuler les citoyens et les employés.
Si nous ne sommes pas vigilants, avertissent les défenseurs de la vie privée, la pandémie marquera un tournant important dans l'histoire de la surveillance. L'argument avancé par ceux qui craignent avant tout l'emprise de la technologie sur la liberté individuelle est clair et simple. Au nom de la santé publique, certains éléments de la vie privée seront abandonnés au profit de l'endiguement d'une épidémie. De la même façon que les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont déclenché une sécurité accrue et permanente au nom de la protection et de la sécurité publique. Puis, sans nous en rendre compte, nous serons victimes de nouveaux pouvoirs de surveillance qui ne reculeront jamais et qui pourraient être reconvertis comme moyen politique à des fins plus sinistres. Comme les dernières pages l'ont montré sans aucun doute, la pandémie pourrait ouvrir une ère de surveillance sanitaire active rendue possible par les smartphones à détection de localisation, les caméras de reconnaissance faciale et d'autres technologies qui identifient les sources d'infection et suivent la propagation d'une maladie en temps quasi réel. Malgré toutes les précautions prises par certains pays pour contrôler le pouvoir de la technologie et limiter la surveillance, d'autres ne sont pas aussi inquiets. Certains penseurs s'inquiètent de la façon dont certains des choix rapides que nous faisons aujourd'hui influenceront nos sociétés pour les années à venir. L'historien Yuval Noah Harari en fait partie. Dans un récent article, il affirme que nous aurons un choix fondamental à faire entre la surveillance totalitaire et l'autonomisation des citoyens. Son argumentation vaut la peine d'être exposée en détail. La technologie de surveillance se développe à une vitesse fulgurante et ce qui semblait être de la science-fiction il y a 10 ans fait aujourd'hui partie du décor. Voici une expérience de réflexion. Imaginez un gouvernement hypothétique qui exigerait que chaque citoyen porte un bracelet biométrique surveillant sa température corporelle et son rythme cardiaque 24 heures sur 24. Les données en résultant seraient stockées et analysées par des algorithmes gouvernementaux. Les algorithmes sauront que vous êtes malade avant vous, et ils sauront également où vous avez été et qui vous avez rencontré. Les chaînes d'infection pourraient être considérablement raccourcies et même complètement coupées. Un tel système pourrait sans doute stopper l'épidémie en quelques jours. Cela semble merveilleux, non ? L'inconvénient est bien sûr que cela légitimerait un nouveau système de surveillance terrifiant. Si vous savez, par exemple, que j'ai cliqué sur un lien de Fox News plutôt que sur un lien de CNN, cela peut vous apprendre quelque chose sur mes opinions politiques et peut-être même sur ma personnalité. Mais si vous pouvez en plus surveiller ce qui se passe au niveau de ma température corporelle, de ma tension artérielle et de mon rythme cardiaque lorsque je regarde un clip vidéo, vous pouvez apprendre ce qui me fait rire, ce qui me fait pleurer et ce qui me met vraiment en colère. Il est essentiel de se rappeler que la colère, la joie, l'ennui et l'amour sont des phénomènes biologiques, tout comme la fièvre et la toux. La technologie capable d'identifier la toux pourrait aussi identifier le rire. Si les entreprises et les gouvernements commencent à récolter nos données biométriques en masse, ils peuvent apprendre à nous connaître bien mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et ils peuvent alors non seulement prédire nos sentiments, mais aussi les manipuler et nous vendre tout ce qu'ils veulent, que ce soit un produit ou un politicien. À côté de la surveillance biométrique, les tactiques de piratage de données de Cambridge Analytica sembleraient dater de l'âge de pierre. Imaginez la Corée du Nord en 2030 où chaque citoyen devra porter un bracelet biométrique 24 heures sur 24. Si vous écoutez un discours du président et que le bracelet capte des signes de colère, vous êtes cuit. Revenons au livre La 4e révolution industrielle, page 31-32. Avec les progrès du génie génétique, citons la mise au point de la technique CRISPR-Cas9 pour l'édition du génome et les traitements, les contraintes liées au ciblage de l'organe et à la spécificité seront surmontées. Seule restera une question urgente et cruciale, en particulier du point de vue éthique, comment les modifications génétiques vont-elles révolutionner la recherche et les traitements médicaux ? En principe, les plantes et les animaux peuvent être modifiés pour produire des médicaments ou d'autres types de traitements. Le jour n'est pas loin où l'on pourra modifier une vache pour qu'elle produise dans son lait un agent coagulant pour les hémophiles. Déjà, les chercheurs ont commencé à modifier le génome de porc afin de fabriquer des organes destinés à être transplantés chez les humains. Technique appelée xénogreffe, jusqu'à présent inenvisageable du fait des risques de rejet par le système immunitaire humain et de transmission de pathologies de l'animal à l'homme. Page 42-43 dans le chapitre 2, l'emploi. Tout en reconnaissant les bienfaits de la technologie pour la croissance économique, il faut être vigilant quant aux dommages possibles sur le marché du travail. Les craintes concernant les effets de la technologie sur l'emploi ne sont pas nouvelles. En 1931, John Maynard Keynes annonçait déjà le risque d'un chômage technologique généralisé, dû au fait que nous découvrons des moyens d'économiser de la main-d'œuvre à une vitesse plus grande que nous ne savons trouver de nouvelles utilisations du travail humain. Peut-être allons-nous voir se matérialiser cette prédiction qui jusqu'à présent ne s'était pas encore vérifiée.
Le débat a repris récemment. On observe que l'informatisation fait disparaître certains emplois, comptables, caissiers ou opérateurs téléphoniques. J'ai déjà évoqué dans l'introduction les raisons pour lesquelles on peut s'attendre à ce que la nouvelle révolution technologique provoque des bouleversements sans précédent. Vitesse, tout évolue plus vite que par le passé, envergure, multiples changements radicaux et simultanés et transformation intégrale des systèmes dans leur ensemble. Au regard de ces facteurs, une seule certitude. Les nouvelles technologies transformeront radicalement la nature du travail, tous secteurs et toutes professions confondues. La question fondamentale est de savoir à quel point l'automatisation se substituera au travail humain. Combien de temps cela va-t-il prendre et jusqu'où irons-nous ? Pour comprendre ce processus, il nous faut d'abord admettre que la technologie exerce sur l'emploi des effets opposés. Deux effets opposés. Le premier est un effet de destruction. La disruption et l'automatisation induites par les technologies substituent du capital au travail, condamnant les salariés à devenir des chômeurs ou à aller vendre leurs compétences ailleurs. Inversement, cette destruction d'emplois s'accompagne d'un effet de capitalisation. L'accroissement de la demande de nouveaux biens et services entraîne la création de nouvelles professions, de nouvelles entreprises, voire de nouveaux secteurs d'activité. Notre capacité d'adaptation et notre inventivité sont extraordinaires. Toutefois, le point clé est de connaître l'ampleur et le calendrier de ce rééquilibrage par lequel l'effet de capitalisation viendra compenser l'effet de destruction. Combien de temps le processus de substitution prendra-t-il ? La question de l'impact des technologies émergentes sur le marché du travail voit s'affronter deux camps opposés. Les optimistes pensent que la technologie annonce une nouvelle ère de prospérité et qu'en fin de compte, tous les travailleurs victimes du chômage technologique retrouveront un emploi. Et les pessimistes qui prédisent l'avènement à terme d'une apocalypse sociale et politique provoquée par un chômage technologique massif. L'histoire montre que le résultat se trouvera sans doute quelque part à mi-chemin. La question qui se pose est: que faire pour favoriser les effets positifs et aider les personnes affectées par la transition ? Effectivement, l'innovation technologique a toujours entraîné des destructions d'emplois, compensées par des créations dans d'autres secteurs, et parfois dans des lieux différents. Prenons par exemple l'agriculture. Aux États-Unis, au début du 19e siècle, 90% des actifs travaillaient la terre. Ils sont moins de 2% aujourd'hui. Cet exode rural s'est déroulé sans trop de heurts, avec un minimum de perturbations sociales et de chômage endémique. Je marque une nouvelle parenthèse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des terres qui ne sont plus respectées au niveau de l'agriculture, qu'on parle d'agriculture intensive, qui viennent affecter les nappes phréatiques, qui viennent propager des produits chimiques, avec les grands groupes comme Bayer, notamment à Monsanto, des groupes qui vont utiliser des produits chimiques, qui vont utiliser donc, des engrais chimiques, qui vont utiliser des graines génétiquement modifiées, etc. Page 44-45. Le remplacement du travail. L'automatisation a déjà touché de nombreuses catégories d'emplois, notamment pour les activités répétitives et spécialisées. À mesure de la croissance vertigineuse des puissances de calcul, d'autres emplois seront touchés, bien plus vite que l'on ne l'anticipe en général. Les tâches de professionnels, aussi différents qu'avocats, analystes financiers, médecins, journalistes, comptables, assureurs ou encore bibliothécaires seront partiellement ou complètement automatisées. À ce jour, tout indique que la 4e révolution industrielle créera moins d'emplois dans des secteurs nouveaux que les précédentes révolutions. Selon l'Oxford Martin Programme on Technology and Employment, seuls 0,5% des actifs américains actuels travaillent dans des secteurs qui n'existaient pas au tournant du siècle, taux bien inférieur aux quelques 8% d'emplois nouveaux créés dans les nouveaux secteurs au cours des années 1980 et aux 4,5% d'emplois nouveaux créés dans les nouveaux secteurs au cours des années 1990. Ce point est corroboré par un récent recensement économique américain qui apporte un éclairage intéressant sur la relation entre technologie et chômage. Il montre que les innovations dans les technologies de l'information et autres technologies disruptives tendent à accroître la productivité en supprimant des emplois au lieu de créer de nouveaux produits dont la production exigerait des créations d'emplois. Deux chercheurs de l'Oxford Martin School, l'économiste Carl Benedict Frey et l'expert en apprentissage automatique Michael Osborne ont quantifié l'effet potentiel de l'innovation technologique sur le chômage en classant 702 professions différentes selon leur probabilité d'être automatisées, des moins exposées, 0, soit risque nul, à celles qui sont le plus exposées, 1, c'est-à-dire certitude absolue que le poste de travail sera remplacé par un ordinateur. Dans le tableau 2, je présente une liste de quelques professions hautement menacées par l'automatisation et une liste des professions les moins exposées. Au terme de ces travaux,
On constate que dans les 10 ou 20 ans à venir, environ 47% des emplois aux États-Unis sont menacés. On peut donc s'attendre à une vague de destruction d'emplois bien plus rapide et profonde que par le passé. Qui plus est, la tendance est à une polarisation accrue du marché du travail. Les nouveaux emplois vont se concentrer dans les métiers intellectuels et créatifs à haut niveau de salaire et dans les emplois manuels faiblement rémunérés. Les emplois routiniers, à niveau de salaire moyen, seront massivement détruits. Et donc dans le tableau 2, au niveau des métiers très exposés face à cette automatisation, on trouve les professionnels du télémarketing, conseillers fiscaux, experts des assurances automobiles, arbitres, juges-arbitres et autres officiels sportifs, secrétaires juridiques, serveurs et serveuses des restaurants, bars et cafés, agents immobiliers, entrepreneurs en main-d'œuvre agricole, coursiers et messagers, secrétaires et assistants administratifs hors juridiques, médicaux et de direction. Et parmi les métiers les moins exposés, on retrouve donc les travailleurs sociaux en santé mentale et en traitement des addictions, les psychologues, les médecins et chirurgiens, les chorégraphes, les psychologues, donc les responsables des ressources humaines, les analystes de systèmes informatiques, anthropologues et archéologues, ingénieurs et architectes navals, directeurs des ventes et les cadres de direction. Page 50. Un passage sur l'inégalité entre les femmes et les hommes au niveau de cette 4e révolution industrielle. Si perdre son emploi est en général un drame, la destruction massive d'emplois dans des secteurs qui ont traditionnellement permis aux femmes d'accéder au marché du travail est particulièrement préoccupante. Ce phénomène mettra particulièrement en péril les foyers monoparentaux dont les seules ressources sont apportées par une femme faiblement qualifiée. Il fera également baisser le revenu total des familles à de revenus et creusera encore davantage dans tous les pays l'écart déjà problématique entre hommes et femmes. Mais qu'en est-il de la création de nouveaux types d'emplois ? Quelles opportunités nouvelles se dessinent pour les femmes sur ce marché du travail bouleversé ? Il est difficile de repérer les compétences et savoir-faire recherchés dans des secteurs qui n'existent pas encore, mais on peut présumer que la demande sera favorable aux personnes capables de concevoir, construire et travailler avec des systèmes technologiques ou dans des domaines qui comblent les lacunes laissées par ces innovations technologiques. Je mets une parenthèse, encore une fois, les anciens, les personnes arrivant en 60, 65 ans ou un peu plus, sont encore une fois laissés de côté par rapport à ces analyses. Continuons. Comme des professions liées à l'informatique, aux mathématiques et à l'ingénierie sont encore dominées par les hommes, la demande accrue de compétences techniques spécialisées pourra aggraver encore les inégalités hommes-femmes. On pourrait en revanche assister à une hausse de la demande en matière d'emploi ne pouvant être accomplie par des machines et reposant sur des compétences et des caractéristiques proprement humaines comme l'empathie et la compassion. Les métiers de psychologue, thérapeute, coach, organisateur d'événements, infirmière et autres métiers de la santé restent encore majoritairement féminins. La question clé est ici celle de la rémunération respective du temps et de l'effort pour des métiers nécessitant des savoir-faire différents. Il existe en effet un risque que les services à la personne et autres emplois, majoritairement féminins, demeurent à la fois peu valorisés et sous-payés. Si tel était le cas, on pourrait voir se creuser l'écart entre métiers masculins et métiers féminins. Cet effet serait d'autant plus négatif qu'il atteindrait à la fois des inégalités hommes-femmes et les inégalités en général, accentuant la difficulté pour les femmes de monnayer leurs talents sur le marché du travail. Cela menacerait également les bénéfices d'une diversité accrue et les bienfaits pour les organisations d'avoir des équipes mixtes, équilibrées, plus créatives et plus efficaces à tout niveau. Bon nombre de compétences et de savoir-faire, traditionnellement associés aux femmes et aux professions féminines, feront l'objet d'une demande croissante à l'ère de la 4e révolution industrielle. S'il est impossible de prédire l'impact spécifique de cette révolution sur chaque genre, il nous faut saisir l'occasion d'une économie en pleine transformation pour repenser les politiques de l'emploi et les pratiques des entreprises afin de donner aux salariés, hommes ou femmes, un pouvoir d'initiative. Page 53-54. La nature du travail. Cette émergence d'un monde où le paradigme dominant de l'emploi se caractérise par une série de transactions entre un travailleur et une entreprise, plutôt que par une relation durable, Daniel Pink l'a décrite il y a 15 ans dans son livre Free Agent Nation. L'innovation technologique n'a fait qu'accélérer cette tendance. Aujourd'hui, l'économie à la demande bouleverse entièrement notre rapport au travail et le tissu social dans lequel il s'intègre. Les employeurs sont de plus en plus nombreux à recourir au nuage humain, Human Cloud, pour accomplir toutes sortes de tâches. Chaque activité est découpée en missions précises et en projets distincts avant d'être envoyée sur un cloud à destination d'individus disposés à faire le travail n'importe où dans le monde. Nous sommes là en présence de la nouvelle économie à la demande, où les personnes
qui proposent leur force de travail ne sont plus des salariés au sens classique, mais des travailleurs indépendants qui accomplissent des tâches précises. Comme l'explique Arun Sudarajan, professeur à la Stern School of Business de la New York University, dans les colonnes du New York Times, au journaliste Fahad Manjo, il se peut qu'à l'avenir, une partie de la main-d'œuvre gagne sa vie en proposant une gamme de compétences diversifiées. On sera à la fois chauffeur pour Uber, livreur pour Instacart, on aura une chambre de son appartement sur Airbnb et on travaillera pour TaskRabbit. Pour les entreprises, et notamment pour les startups du numérique, les avantages sont évidents. Les plateformes de Human Cloud, considérant les travailleurs comme indépendants, elles sont pour le moment exemptées de payer un salaire minimum, des cotisations salariales et sociales. Daniel Callaghan, PDG de la société britannique MBA & Company, explique dans un article du Financial Times « Maintenant, c'est qui vous voulez, quand vous voulez, exactement comme vous voulez. Et comme ce ne sont pas des salariés, on n'a pas à s'occuper de toutes les tracasseries et réglementations salariales. » Pour les personnes qui participent au cloud, les principaux avantages sont la liberté, de travailler ou non, et l'inégalable mobilité que procure l'appartenance à un réseau virtuel global. Pour certains travailleurs indépendants, c'est la combinaison idéale, plus de liberté, moins de stress et une plus grande satisfaction au travail. Ce principe de Human Cloud est encore balbutiant, mais les preuves concrètes s'accumulent, montrant qu'il permet une délocalisation silencieuse. Silencieuse parce que les plateformes de Human Cloud ne sont pas cotées en bourse et n'ont pas à divulguer leurs données. Assiste-t-on au début d'une nouvelle révolution du travail flexible qui donnera le pouvoir d'initiative à toute personne disposant d'une connexion à Internet et mettra fin à la pénurie de compétences ? Ou bien verra-t-on se déclencher une inexorable course au moins 10 ans dans un monde d'ateliers clandestins virtuels sans aucune contrainte réglementaire ? Page 55. Supposons que la seconde hypothèse soit vérifiée. On verra alors émerger une classe de travailleurs précaires jonglant avec les tâches et les emplois pour joindre les deux bouts, sans protection juridique, ni droits syndicaux, ni sécurité de l'emploi. Allons-nous assister à des mouvements sociaux importants assortis d'instabilité politique ? Enfin, le développement du Human Cloud ne risque-t-il pas simplement d'accélérer l'automatisation des emplois et la déshumanisation ? Nous sommes face à un défi. Il s'agit d'inventer de nouvelles modalités du contrat social et du contrat de travail adaptés à l'évolution de la main-d'œuvre et de la nature du travail. À nous de limiter les risques d'exploitation liés au Human Cloud sans entraver la croissance du marché du travail ni empêcher les gens de travailler comme ils l'entendent. Sinon, la 4e révolution industrielle pourrait augurer d'un avenir sombre pour le travail, comme l'expose Linda Gratton, professeure de management à la London Business School, dans son livre The Shift, The Future of Work is Already Here. Le basculement, l'avenir du travail est déjà là, avec une augmentation des niveaux de fragmentation, de l'isolement et de l'exclusion dans les sociétés. Comme je ne cesse de le répéter tout au long de ces livres, la balle est dans notre camp. Tout dépend des décisions politiques et institutionnelles que nous prendrons. Toutefois, n'oublions pas qu'un retour en force des réglementations est toujours possible. En revenant dans le processus, les décideurs politiques pourraient provoquer une distorsion des forces d'adaptation dans un système complexe. Page 58-59. 4 impacts majeurs. Dans tous les secteurs, la 4e révolution industrielle a 4 effets principaux sur les entreprises. Les attentes des clients évoluent. Les produits sont enrichis par des données, d'où une meilleure productivité des actifs. De nouveaux partenariats sont mis en place car les entreprises comprennent l'importance de nouvelles formes de collaboration. Et enfin, les modèles de fonctionnement sont transformés en nouveaux modèles numériques. En combinant les données de multiples sources, personnelles, industrielles, portant sur le mode de vie ou les comportements, on peut désormais avoir une vision très fine du parcours d'achat du consommateur, avec une précision inconcevable il y a peu. Aujourd'hui, les données et indicateurs livrent presque en temps réel des informations cruciales sur les besoins et comportements du consommateur qui permettent de prendre des décisions marketing. Cette tendance au tout numérique pousse vers davantage de transparence. Avec plus de données dans la chaîne logistique, plus de données à la portée du consommateur, il devient plus facile de comparer les performances des produits et le pouvoir passe aux mains des consommateurs. Par exemple, avec les comparateurs en ligne, il est facile de comparer les prix, la qualité du service et la performance du produit. D'un clic ou d'un geste du doigt, le consommateur passe instantanément d'une marque, d'un service ou d'un site de vente à l'autre. Et là, je marque une dernière parenthèse pour aujourd'hui. Il pourra en faire exactement de même, comparer les futurs employés. Alors, vous allez me dire que c'est un peu existant avec les CV, etc. Mais là, ça serait donc des personnes qui proposeraient leurs services au niveau des entreprises à des prix concurrentiels.
Comme c'est déjà le cas d'ailleurs pour certains sites, certains services proposant de la garde d'enfants. Au niveau des nourrices, il y a donc une comparaison par rapport au prix, de l'heure, également par rapport aux compétences. J'espère que la lecture pour cette vidéo est correcte. On se retrouvera pour une deuxième partie prochainement. J'essaye de faire maintenant des vidéos qui ne durent pas trop longtemps. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, votre avis, votre analyse, etc. Je viendrai vous lire. A très bientôt, c'est Vérité à venir. Ah oui, et j'oubliais, n'hésitez pas sur les réseaux à partager, que ce soit sur Twitter ou autre, avec hashtag Vérité à venir, hashtag actualité, etc. Ou même en partageant tout simplement auprès de vos contacts, par un petit mail, par un petit message privé. C'est toujours sympathique pour le référencement. Un grand merci pour votre soutien. Et à titre informatif, je suis en train de rédiger le tome 2 qui portera notamment sur ces sujets-là, sur la robotisation, l'automatisation des emplois, sur les villes connectées, et sur toute cette transformation de notre société. Pour le tome 1, vous pouvez également le récupérer par mail ou vous le procurer en format papier. À bientôt les amis.